Bienvenue aux élèves du tronc commun technique. Donc, on est là pour vous assister et pour continuer nos études. Donc, on va essayer d'aborder un peu ce qu'on avait déjà commencé. Et donc, on s'était arrêté sur la chaîne d'information. Et la chaîne d'information, pour rappel, est constituée de 3 fonctions génériques que vous savez. La fonction acquérir, la fonction traiter et la fonction communiquer. Donc, dans cette première partie-là, on va aborder la première fonction générique, qui est la fonction acquérir. Et bien sûr, comme vous le savez, elle est réalisée soit par des capteurs ou des détecteurs ou des codeurs. Bon, en ce qui concerne le tronc commun technique, on va surtout axer notre étude uniquement sur les capteurs et détecteurs. Donc, et là, on va commencer par un petit rappel concernant les constituants qui réalisent la fonction acquérir. Et donc, on va commencer ce rappel-là. Bon, un capteur peut délivrer différents types d'informations. Soit une information numérique, c'est une valeur numérique codée en une suite de 0 et de 1, c'est-à-dire une combinaison et de 0 et de 1. L'information peut être également logique, qui peut prendre 2 valeurs uniquement, le 0 ou le 1. Bon, le 0 ou le 1, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des états. C'est comme si on peut dire par exemple vrai ou faux, présent ou absent. Donc 0, signal absent en sortie du capteur, 1, signal présent à la sortie du capteur. On parle aussi de signal tout ou rien ou par l'abréviation TOR. TOR, c'est-à-dire tout ou rien, il y en a 1 ou 0. Le troisième type d'information, c'est l'information analogique qui évolue de façon continue et proportionnelle à la grandeur mesurée. Bon, concernant par exemple l'information analogique, un exemple très simple que vous connaissez, c'est le cas par exemple des thermomètres, c'est-à-dire quelle que soit la température, vous aurez toujours une information. D'accord? Bon, concernant par exemple les divers types de signaux délivrés par le capteur. Bon, les capteurs, il y a des capteurs à contact, qu'on appelle également des capteurs électromécaniques, et ce que je vous demande essentiellement, c'est de vous rappeler toujours du symbole. Ça sera question de symbole. Il n'y a pas de calcul pour l'instant à faire, le type de capteur. Donc, le symbole, c'est comme un contacteur, par exemple, que vous voyez ici, là, le courant, par exemple, ne passe pas. S'il est fermé, le courant, il va passer. Donc, pour l'instant, par exemple, c'est 0,1 n'est pas passant. S'il est, par exemple, fermé, ça sera 1, yani passant. Donc, c'est le premier type de capteur à contact. Le deuxième type de capteur, ce sont des capteurs sans contact. Bon, tout d'abord, ce qu'on appelle ILS, interrupteur à lame souple. Donc, quand vous allez voir les capteurs qui vont suivre, bon, on aura à peu près le même symbole, uniquement une différence au niveau d'un petit symbole ici en bas. Bon, quand vous avez par exemple le type de cuve ici, là, que je vous demande également de retenir à l'égard des symboles, donc ça s'appelle ILS, et donc les autres, ils auront toujours ces deux symboles, uniquement il y aura la différence, le troisième symbole. Bon. Les détecteurs de proximité, donc comme je vous l'ai déjà dit, donc uniquement par exemple ici, là, le troisième symbole, donc là vous avez par exemple une bobine, l'autre type par exemple, le symbole d'un condensateur. Donc, par exemple, le détecteur qu'on appelle inductif et le deuxième on l'appelle capacitif. Le premier ne détecte que tout ce qui est métallique, c'est-à-dire les aciers. Le deuxième, il détecte n'importe quel matériau. Et pour vous en rappeler, donc, le symbole, le capacitif,
c'est un symbole, il y a un condensateur. Et un condensateur, ça commence avec la lettre C. Donc c'est simplement une petite astuce pour vous en rappeler. C, c'est comme l'initiale de capacitif. D'accord? Et la bobine, inductive. Donc la bobine, elle crée un champ magnétique et bien sûr uniquement l'acier qui sera concerné par le type de détecteur. Vient par la suite ce qu'on appelle les détecteurs photoélectriques. Détecteur de type barrage, voilà son symbole. Détecteur de type proximité et détecteur de type réflexe. Donc, comme je l'ai dit, donc, là, vous aurez là, le symbole ici, là, ça contient par exemple sorte de diode et sorte de transistor. Donc, vous voyez diode, transistor, diode, transistor, diode, transistor. Donc, c'est ce qu'on appelle des détecteurs photoélectriques. Bon, vous pouvez les rencontrer tout le temps, par exemple, lorsque vous passez dans les magasins, par exemple, les supermarchés. Donc, avec le tapis roulant, par exemple, là où vous mettez les articles que vous avez achetés, le tapis roulant, ce n'est pas le caissier ou la caissière qui arrête le tapis. Ce sont deux petits capteurs que vous pouvez voir, par exemple. Une fois, par exemple, l'article que vous avez mis sur le tapis et se met entre les deux capteurs, alors ça veut dire arrêt. Donc, les détecteurs photoélectriques. Bon, deuxième fonction générique, la fonction traiter. Donc, elle utilise parmi les moyens de calcul, tout d'abord la logique combinatoire. Donc là, vous avez ce qu'on appelle des portes logiques, ou en moins ce qu'on peut rencontrer dans les circuits, par exemple, intégrés. Donc vous avez le premier type de porte logique qu'on appelle la fonction oui. La fonction oui, c'est-à-dire A sera égal à S. Si A égale à 1, S égale à 1. Si A égale à 0, S égale à 0. Bon, le même symbole, avec un petit symbole en arrière. Donc là, c'est la fonction non, c'est-à-dire S aura toujours un résultat différent de A. Si A égale à 0, S égale à 1. Si A égale à 1, S égale à 0. Troisième porte logique, à l'occasion des portes logiques, on va faire ces portes logiques-là pour tracer ce qu'on appelle des logigrammes. Et comme je vous ai dit, on peut les rencontrer également dans les circuits intégrés. Donc vous avez la porte logique et la porte logique OU, la porte logique par exemple qu'on appelle XOR, la porte logique NAND ou non et la dernière porte logique, c'est la porte logique NOR en anglais, not or ou non ou. Donc c'est pour tracer ce type de logigramme. Donc c'est un logigramme. Bon, par exemple ici, là, pour déterminer la valeur ou la formule de la sortie S, bon, déjà le A. Donc le A, il y en a qui a un petit symbole. C'est-à-dire que si j'ai par exemple A, à la sortie, je vais avoir par exemple A bar. Comme je vous ai dit, c'est la fonction non limitée, l'opposé de l'entrée. Là, quand il y en a 1, la sortie, j'aurai 0. Là, quand 0, j'aurai la sortie A ici, là. Et là, c'est la fonction E. C'est une sorte de multiplication. B, à la sortie, là, j'aurai B multiplié par C. Mais ça n'a rien à voir avec les calculs, multiplication, la somme. Ce sont uniquement que des symboles. Donc S, ça sera égal à quoi? À la fonction nom de A, c'est-à-dire j'aurai ici la A bar, plus, je préfère mieux l'appeler OU, donc plus B et C. Donc, هذا un petit logigramme. Autre type de calcul, par exemple, pour déterminer, donc vous avez la simplification algébrique. Dans la simplification algébrique, donc il faut respecter certaines règles de calcul. Bon, par exemple, commutativité, associativité, c'est-à-dire A plus B égale B plus A fois B égale B fois A, etc. Bon, ce qui nous intéresse, nous, par exemple, ce sont
ces théorèmes ici en bas, donc vous les rencontrez déjà en maths, donc il n'y a pas de choses étranges. Donc théorème de Morgan, donc la fonction nord, c'est-à-dire a plus b avec bar, donc je préfère mieux les appeler bar a plus b. Et l'opposé de a c'est a bar, et l'opposé de plus c'est le et l'opposé de b c'est b bar. A bar a plus b égale a bar et b bar. Idem, بالنسبة la fonction NAND, non et. Donc, bar A et B, l'opposé, on aura uniquement que des et, ou des signes de multiplication et des signes d'addition. Donc, l'opposé de A, c'est A bar, l'opposé de et, c'est le plus, et l'opposé de B, c'est B bar. Bar A et B, c'est équivalent à A bar plus B. Donc, il est essentiel de respecter les règles de calcul dans la simplification algébrique. Bon, par exemple, ici, là, j'ai une fonction, par exemple, L qui est égale à A et B plus C plus A. Donc là, vous allez, bon, je vais commencer pour vous donner un petit exemple. Vous avez, par exemple, A et B multiplié par B. Ça ne sera pas AB au carré. Mais la logique, ça sera B fois B ou A fois A, c'est égal à A. Donc, j'aurai par exemple, la première, j'aurai quoi? AB plus ABC plus ABA. AB fois A fois A, c'est égal à A. Donc, il suffit uniquement de respecter les règles que je viens de vous citer juste d'abord. Autre type de résolution, c'est la résolution qu'on appelle la résolution graphique. Et donc, bon, ça sera pour les études, ça ne sera pas à vous de déterminer quel type, mais ça sera à nous qui vont vous imposer le type de résolution, soit algébrique, soit graphique. Bon, ce que vous avez ici, là, ça s'appelle une table de vérité. Donc là, par exemple, vous avez là 3 variables. On appelle ceci variable parce que les variables peuvent prendre l'état 0 ou 1. Ils peuvent varier entre 0 et le 1. Donc, j'ai là 3 variables. Il y a une formule générale qui dit le nombre de combinaisons possibles, ça sera toujours 2 à la puissance du nombre de variables. Donc, combien j'ai de variables ici, là? J'ai 3, donc 2 puissance 3, ça fait 8. Donc, les 8 que je vais diviser par 2, donc 8 divisé par 2, ça sera 4 0, 4 1. Après les 4 0, je vais diviser par 2, donc 2 0, 2 1, 2 0, 2 1. Après les 2, divisé également par 2, donc 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc à 2, ils sont inchangeables. Mais par contre, la sortie ici, là, dépend de quoi? Dépend des combinaisons. Et ça dépend des conditions du système. Bon, là, vous avez par exemple un exemple ici, là. Donc, à la table de vérité, je dois chercher là où il y a les 1. Le premier 1, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. C'est-à-dire je dois faire l'addition, ou la somme des combinaisons qui m'ont donné l'état 1. Bon, par exemple, ici, là, j'ai A bar, B bar, C bar. Pourquoi je l'ai appelé bar? Parce que si A est égal à 0, on le symbolise par A bar, idem bisbel B, idem bisbel C. Si une variable est égale à 1, elle garde toujours la lettre telle qu'elle est. Donc, on dit la première combinaison ici, là, plus la deuxième combinaison, là, attendez le deuxième 1, plus la troisième combinaison, là, attendez le troisième, plus cette combinaison, plus. Donc, là, j'ai les deux modes. Par exemple, soit, voilà ce que vous avez ici, là, S, c'est un 1, le 1, A bar, B bar, C bar, A bar, B bar, C bar. Obtenez A bar, B, C, A bar, B, C, etc. Donc, c'est un 1. Donc, les combinaisons obtenues. Donc, il va falloir maintenant simplifier les combinaisons. Donc là, j'ai opté pour l'instant pour gagner du temps. Pour la résolution graphique, c'est plus rapide. Donc là, je vais utiliser le tableau de Carnot. Donc le tableau, je vais convertir la table de vérité en tableau de Carnot. Donc on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Donc je dois avoir 6, 1. Bon, par exemple, le premier 1, là, le premier 1, c'est, donc là j'ai A, B, C. Donc
c'est 0, 0, 0. Donc 0, 0, 0, attendez le premier 1. Je vais prendre n'importe quel 1, donc en fin de compte, je vais convertir de la table de vérité en table de Carnot. Une fois obtenu le tableau de Carnot, donc je dois l'exploiter. Comment l'exploiter? Faire ce qu'on appelle des regroupements. Les regroupements, c'est-à-dire qu'il faut rassembler des 1 à condition qu'ils soient adjacents. Qu'est-ce que ça veut dire adjacent? Adjacent, c'est-à-dire côte à côte. Ou là, l'un sur l'autre. Mais quand je mets des zéros. Les diagonales, ce ne sont pas ils sont pas adjacents. Bon, par exemple, ici, là, le 1 sur le 1. Donc, ils sont adjacents. Idem, les deux 1. Ou on a des 4 1. Donc, les regroupements, je dois regrouper imma 2 1 ou là 4 1, dis-moi le 2 1, 4 1, 8 1, 16 1, etc. Je ne dois pas regrouper par exemple 3 1 ou 5 ou 6 1 ou 7. Non, uniquement 2, 4, 8, 16, etc. Bon, par exemple, à condition qu'on est adjacent. Là, j'ai 4 1, donc je vais les regrouper. Dans un regroupement, s'il contient par exemple autant de 1, je vais avoir le moins de variables. Bon, par exemple, ici, là, j'ai 4, où le principe dit que si une variable change d'état, il y a les 15 0 lettre 1, il doit être éliminé. Si elle garde le même état, on la garde. Bon, par exemple, le regroupement, par exemple, ici, là, qu'est-ce que j'ai là? On dit, par exemple, BC, par exemple, de la ligne, B, par exemple, de la ligne 15 0. Enfin, plus, de la colonne 15 0. De la colonne baqa 0. Donc, je garde pour l'instant. Voilà qu'il est là, ou lettre 1, donc il doit être éliminé. Le C9 0, 1, il a été éliminé. C'est-à-dire ici, les 4, il y a de la ligne. Puisque je mettrai de la ligne. Donc, l'état dit 1. Les deux, vous allez voir, il y a plus qu'une seule variable. Donc, puisque je suis gardé plutôt près de la même colonne, donc B, C, B et C, donc je vais mettre B bar, C bar. Il y a les deux variables, alors que le A sera éliminé. Alors, je l'ai fait de la ligne 0, on a 1. Donc, c'est le principe de le tableau de Carnot. Alors, en application de ce qu'on vient de voir, on va essayer de compléter un QCM. Donc, c'est toujours pour les troncs communs techniques, sciences de l'ingénieur. Donc, il suffit uniquement de répondre par la bonne réponse. Question 1. Quelle sorte de matériau peut détecter un capteur de proximité inductif? Ne me répondez pas par je ne sais pas. Donc, soit me répondez par A, ou B, ou C, ou D. Donc, inductif, on a dit, c'est là où il y a par exemple le symbole de bobine, c'est-à-dire qu'il va créer un champ magnétique. Donc, concernant le capteur, il ne va détecter que les métaux. C'est-à-dire qu'il faut répondre ici par la lettre B. Inductif. Donc, deuxième type, quelle sorte de matériau peut détecter un capteur de proximité capacitif? Donc, un capacitif, ça commence par un C. Comme j'ai dit, c'est uniquement, c'est une... donc, ça commence par la lettre C. Et un condensateur, ça commence également avec la lettre C. Et on a dit que le type de capteur va détecter quel type de matériau en ce qui vous concerne. Ne me répondez pas par je ne sais pas. Bois, métal, C, D. Bois, métal ou plastique. Donc la bonne réponse ici, là, puisque capacitif, il détecte tout type de matériaux. Donc ce sera la réponse D, bois, métal ou plastique. Question 3. Lequel de ces détecteurs photoélectriques nécessite un réflecteur? Photodétecteur de type barrage, photodétecteur de type proximité, photodétecteur de type réflexe. Donc, parfois, il faut que vous sachiez, à certaines questions, ce sont également c'est à peu près 50% d'une réponse.
Donc là, concernant les trois propositions, puisque le dernier il a G réflexe et puisque réflecteur, c'est une coïncidence, ou il a dit la bonne réponse. Donc photodétecteur de type réflexe. Dans un détecteur 3 fils normalement ouverts, l'interrupteur électronique est ouvert en l'absence de cible et donc fermé en présence de cible. Ça vous rappelle, par exemple, un interrupteur tout court. Mais là, ce qu'on a ici, là, c'est un transistor. Et un transistor, c'est un interrupteur électronique. Donc, vous avez dans un transistor, qui est deux types pour l'instant, qui est ce qu'on appelle le PNP, ou qui est le deuxième type qu'on va voir par la suite, qui s'appelle le NPN. La différence entre les deux, pour que vous sachiez, vous voyez là de la flèche. Le type de transistor, vous avez la flèche, elle est entrante, ou pénétrante. Le deuxième type qu'on va voir, c'est sortante. Donc, c'est une astuce, donc je cherche toujours les astuces pour me rappeler. Donc, par exemple, le PNP, ce n'est pas l'initiale de pénétrant, ou c'est une coïncidence. Donc, PNP, c'est comme pénétrant, il y a la flèche entrante. On va voir le deuxième type de. Donc là, vous avez une source de tension, le plus et le moins, c'est un 24 volts. Et là, vous avez par exemple une charge quelle qu'elle soit, une lampe ou n'importe quel système, donc qui ne pourra fonctionner que, par exemple, si le transistor lui donne. Alors, il y a un interrupteur électronique. Bon, pour l'instant, par exemple, si ce n'est pas passant, par exemple, il a qu'un les deux fils, ce qu'on appelle collecteur et émetteur, ne sont pas reliés, la charge ne sera pas active. Si elles sont reliées, le collecteur et l'émetteur, alors le courant va passer, alors la charge. Donc, en technologie PNP, que vaut sa tension de sortie en présence de cible? En présence de cible, donc la valeur de la charge ici, là, ça sera la même que l'entrée. Donc, VC charge, ça sera égal à 24 volts. Donc, rappelez-vous bien le type de transistor. PNP, et retenez bien le sens de la flèche. Donc ça sera 0 ou 12 volts ou 24 volts. Bien sûr, on aura toujours la même tension, 24 volts. Le transistor, ce n'est pas un transformateur. Donc la bonne réponse ici, là, c'est 24 volts. Voilà le deuxième type de transistor. Donc NPN, comme vous voyez, la flèche, elle est sortante. Donc c'est comme... Par coïncidence, c'est non pénétrant. Non pénétrant, ce n'est pas l'initiale de NPN, ce n'est pas l'initiale de non pénétrant, mais c'est une coïncidence. Donc, dans un détecteur 3 fils, normalement fermé, l'interrupteur électronique est fermé en l'absence de cible et donc ouvert en présence de cible. En technologie NPN, que vaut la tension de sortie en présence de cible? Donc, soit 0 volts, ou 12 volts, ou 24 volts. Bon, pour rappel, le transistor, ce n'est pas un transformateur, c'est-à-dire, vous pouvez répondre ima par 0 volts ou par 24 volts. La bonne réponse, bien sûr, ça sera toujours 24 volts. Question 6. Un détecteur 3 fils en technologie PNP s'utilise avec un automate d'entrée à soit logique négative, soit logique positive. Bon, il y a les deux types de transistors, qui est le PNP et le NPN. L'un fonctionne avec la logique qu'on appelle positive et le deuxième fonctionne avec la logique négative. Donc, par exemple, PNP, donc ça sera la logique positive. Et NPN, ça sera la logique négative. Et voilà, fin du QCM. Bon, toujours pour les troncs communs techniques, donc autre type de DS. Première partie du DS. Bon, rappel tout d'abord, pour un moteur, pour la commande des moteurs électriques, ce sont des moteurs à courant continu. Donc, concernant l'alimentation, comme vous voyez ici, là, ce moteur est alimenté par en 12 volts, l'autre en 24 volts. Donc, automatiquement, là, on aura une petite vitesse, ou à 24 volts, une vitesse supérieure.
Et pour changer le sens de rotation, il suffit uniquement d'alterner les bornes. Donc, par exemple, regardez, comme le plus ici, là, vers le A, donc ça, je vais avoir un sens. Le plus, c'est directement vers la borne B, donc je vais avoir le deuxième sens. Bon, pour les relais, donc ils fonctionnent comme un contacteur. Donc ici, là, une bobine ou un relais, et donc là, vous avez des contacts. Donc le rôle de la bobine, c'est de créer un champ magnétique. Donc, par exemple, l'état que vous voyez ici, là, le 2, par exemple, n'est pas relié à le 1, 4 n'est pas relié à le 3, etc. Bon, s'il est excité, la bobine est excitée, donc il y aura une fermeture ici, là. Ils vont s'éloigner. Donc, il y a tous les relais là. C'est le même principe. Une fois l'excitation, par exemple, coupée, donc ça revient vers l'état initial. Bon, là, un petit exercice. Donc, là, vous aurez par exemple l'interrupteur I, repos, travail. La bobine, l'état d'IL, c'est ce qu'on T, travail ou repos. L1, la lampe L1 allumée ou éteinte, idem pour L2, L3 et L4. Bon, le cas par exemple où l'interrupteur il est au repos, il y a le cas que vous avez ici là. Quelles sont les lampes qui sont allumées? Tout d'abord, est-ce que la bobine, est-ce qu'elle sera excitée puisque c'est coupé là? Donc là, la bobine, ça sera, le premier, ça sera au repos et les lampes allumées, ça sera le L1 et le L3. L2 et L4, ils seront éteintes. Si par exemple le I est en position travail, c'est-à-dire la bobine excitée, il y a des contacts, donc le contact ou le contact, c'est-à-dire les lampes qui seront allumées, ça sera L2 et L4, ou L1 et L3, ça sera. Et donc là, la même chose. Donc, il suffit uniquement de suivre les étapes. Donc, repos, travail, repos, 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 travail, repos. Donc, à vous de compléter, donc sans perdre trop de temps. Donc, je pense que vous n'aurez aucun problème concernant, par exemple, la même chose ici, là. J'ai un moteur. Donc, tant qu'ils ne sont pas fermés, il ne pourra pas tourner. Donc, il doit être alimenté soit en 12 volts ou 24 volts. En 12 volts, ça sera petite vitesse. À 24 volts, grande vitesse. Donc, si jamais, par exemple, ils ne sont pas reliés, le moteur ne va pas tourner. Donc, la bobine KA2, si elle n'est pas excitée, si I2 n'est pas fermé, la bobine ne sera jamais. Donc je pense que vous n'aurez pas de problème de compléter le tableau ici, là. Bon, là, exercice 4. Un moteur à courant continu a les caractéristiques suivantes. U, 24 volts, puissance mécanique, ou puissance utile, ou la puissance mécanique, 480 watts. N, 1500 tours par minute, et rendement 0,8. Entraîne en rotation un système à engrenage. Z, E et ZS, donc ZE c'est 15 dents, et ZS 30 dents, avec un rendement de 0,8. Calculer la puissance d'entrée. Donc on sait très bien que pour déterminer par exemple les puissances, on fait appel aux paramètres rendement. Deuxièmement, calculer le courant absorbé par le moteur électrique, calculer le couple C1 de sortie du moteur électrique, calculer la vitesse N2 de la roue du système à engrenage, calculer la puissance de sortie PS de la roue de sortie du système à engrenage. Et dernière question, calculer le couple de sortie C. Donc, première question, calculer la puissance d'entrée PE, c'est une puissance électrique du moteur électrique. Donc les données indiquent uniquement une tension, mais je n'ai pas le courant. Sachant la puissance électrique, ça sera P égale U fois I, mais je n'ai pas du courant. Et donc je vais faire appel au rendement. On sait très bien que le rendement, c'est la puissance sortante sur la puissance entrante. La puissance sortante,
la puissance mécanique, c'est 480 watts. Donc voilà. Voilà le moteur ZE, ZS. Donc on a une puissance entrante, une puissance sortante. Je dois déterminer également le rapport ici, là. Et donc, ça sera uniquement une application de formule que vous connaissez tous. Deuxième partie du DS3. Donc, c'est en rapport avec l'ATC. Le comité directeur d'une entreprise est constitué de 4 membres. Le directeur D, c'est 3 adjoints A, B, C. J'ai A, B, C, D, ce sont les 4 variables. Lors des réunions, les décisions sont prises à la majorité. Chaque personne dispose d'un interrupteur pour voter sur lequel elle appuie en cas d'accord avec le projet soumis au vote. En cas d'égalité du nombre de voix, celle du directeur compte double. On vous demande de réaliser un dispositif logique permettant l'affichage du résultat du vote sur la lampe R. On vous demande également d'établir la table de vérité et donner l'équation simplifiée logique de R. Donc, tout d'abord, là, j'ai la table de vérité. Donc, ce sont les 4 variables A, B, C, D. 2 puissance 4, c'est 16. Donc là, j'ai 16 combinaisons. 8 0, 8 1, 4 0, 4 1, 4 0, 4 1, etc. Et donc, la sortie dépendra de quoi? De la condition ici, là. Donc, la condition, chaque personne dispose d'un interrupteur pour voter sur lequel elle appuie en cas d'accord avec le projet soumis au vote. En cas d'égalité du nombre de voix, celle du directeur compte double. Donc, la majorité, c'est combien? La majorité, c'est 3, puisqu'ils sont 4. La majorité, c'est 3. Donc, par exemple, le dernier cas ici, là, j'aurais par exemple ici, là, 4. Là, je dois mettre 1. Donc, je dois mettre 1. Bon, par exemple, ici, là, ça sera 1. Là, par exemple, on a 1, 2, plutôt 1, 2, 3. Il y a également une majorité. Je vais mettre également 1. Également ici, là, une majorité 1. Donc, on a une égalité. Donc, le directeur n'est pas votant, donc je vais mettre 0. Je dois avoir, donc, finalement, qu'on a des 3, 1, c'est une majorité. Donc, 1 ici, là, on a 0, puisque qu'il y en a 2. 0, 0, majorité. Donc, 1, donc 0, égalité. 2 et 1, ça fait 3. Donc, là, je vais mettre 1, 0, 2 et 3. Donc, 1, 0 et 0. Donc, en fonction de la présence des 1, donc, je dois réaliser le tableau de Carnot. Donc, je dois faire la somme de tous les 1. Donc, soit je dois procéder par la résolution algébrique qui est un peu très longue, soit je dois procéder par le tableau de Carnot. Dans le tableau de Carnot, donc je dois avoir quoi? Je vais convertir, par exemple, donc là, par exemple, A, B, et là, C, D. C, D, donc 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1 variable, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et je dois convertir les 1 dans donc le premier 1 ici, là, c'est 0, 0, 1, 1. Donc je vais faire l'intersection 0, 0, 1, 1, donc je vais mettre le premier 1. Le deuxième 1, 0, 1, 0, 1. Donc 0, 1, l'intersection à 0, 1, c'est là. Troisième 1, 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1, donc là. 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Donc voilà l'intersection. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. C'est là. Et le dernier, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc l'intersection 1, 1, 1, c'est là. Et le reste, ce sont des zéros.
Donc je dois contrôler en même temps la présence des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dois voir également ici, là, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, une fois que j'ai terminé de poser les 1, donc je dois réaliser ce qu'on appelle les regroupements. Le premier regroupement fait 4, 1. 4, 1. Bon, à des 4, 1, donc je vais mettre par exemple la sortie S. Automatiquement, si une variable change d'état, elle doit être éliminée. Donc là, je vais garder que CD, puisque AB vont changer d'état. On a de la colonne, on a de la colonne. Donc là, je vais garder par exemple le CD, plus le deuxième regroupement. Par exemple, les 2, 1, je peux réexploiter les 2, 1 déjà utilisés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je mets les 4, 1 que j'ai là. 4, 1, le A fait de la colonne 15, 0, 1, éliminé. Le B, 1, 1, donc je vais garder. بالنسبة CD, فهاد la ligne C, c'était 0, 1, éliminé. D, 1, 1, donc je vais garder. Bon, plus, il me reste quoi encore? Il me reste par exemple le 1 بوحديته. J'ai 3 1 ici, mais je n'ai pas le droit de regrouper 3 1, uniquement 2 ou 4 ou 8. Donc je vais regrouper les 2 1. Les 2 1, puisque près de la même colonne, je vais garder AB, donc plus AB. Et concernant CD, C, on a fait de la ligne, c'était 1, fait de la ligne 1, donc je vais garder, donc ABC. Mais D, quand on fait de la ligne 1, on a ou 0, donc sera éliminé. Donc on voit 2, 1 qui attend les 3. 4, 1 qui attend les 2. يعني قد ما كثرت من les 1, قد ما je vais avoir moins de variables. Donc une fois que j'ai terminé, alors je dois réaliser le logigramme ou le schéma logique. Donc C et D ils seront reliés par la fonction E, B et D la fonction E, A, B, C la fonction E. Les trois fonctions doivent être reliées par la fonction OU. Et voilà, j'espère que vous n'aurez pas de problème de l'acquisition de ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Par la suite, on aura également d'autres types de traitements de sujets différents. Bon, je vous souhaite une bonne continuation. À la prochaine, Inch'Allah.